C'est un pays où depuis toujours, la terre s'entremêle à la mer. L'eau salée serpente au milieu d'un dédale mystérieux et aquatique. Sur l'estran, l'océan donne le tournis et menace ces habitations dont la plupart sont en dessous du niveau de la mer. Alors, défier, dompter, canaliser l'océan, ici, il faut avoir ça dans le sang. La Vendée vit à fleur d'eau depuis des siècles. Elle vit et respire au fil des marées et parfois retient son souffle. Un beau matin, les Vendéens n'en ont pas cru leurs yeux. Dans la nuit du 28 février 2010, l'océan est devenu fou et le paradis s'est transformé en enfer. La mer a fracassé les digues et envahi les terres à perte de vue. L'océan a joué avec les maisons et les bateaux à une sorte de mikado cruel. Dans sa folie destructrice, il a emporté 59 vies. Jean-Paul Rau était en première ligne quand la marée a tout emporté sur son passage. Sa ferme, située face à la baie de l'Aiguillon, a été entièrement inondée et 600 de ses moutons ont péri, noyés. Alors, pour tenter de résister le plus longtemps possible à l'avancée de la mer, il a décidé de reprendre une tradition ancienne, faire paître ses moutons à même la digue. Les brebis, avec leurs pattes, vont venir colmater toutes ces fissures, reboucher avec la terre, et ce qui fait que ça va permettre à nos digues d'être beaucoup plus fortes, quoi. Et ça marche. Lors de la tempête Xynthia, toutes les digues pâturées par des moutons n'ont pas bougé d'un seul pouce. Plus efficace qu'un bulldozer, le mouton des marais. Au fil de l'histoire, les Vendéens n'ont eu de cesse de chercher tous les moyens pour lutter contre la mer. En Vendée, ce bras de fer remonte au XIIe siècle quand les moines bénédictins se lancèrent dans une entreprise un peu folle, faire reculer l'océan. Car voici à quoi ressemblait le sud de la Vendée il y a 8 siècles. Une baie, parsemée d'îles, appelée le golfe des Pictons. Pour gagner des terres de culture, les moines entreprirent des travaux d'assèchement. À la seule force de la main de l'homme, ils érigèrent écluses, digues, canaux pour entièrement remodeler le territoire. Aujourd'hui, à Bouin, dans le nord de la Vendée, ce réseau de canaux est intact et l'éclusier vit toujours au rythme des marées. Pendant 9 jours, comme ça, il n'y a pas de problème. Et on fait ça la nuit aussi. Tant qu'il y aura des hommes pour s'occuper de ça, faut garder le patrimoine. Je suis pas pour le moderne, moi. Là, j'arrive au bout du rouleau. Au port de la Louipe, à Bouin, quand les portes de l'écluse tricentenaire se lèvent, la mer s'engouffre dans les 1000 km de canaux et le marais breton vendéen prend vie. Il faut une semaine pour que la mer arrive jusque chez Thierry-Odéon, l'un des derniers sauniers de la commune. En réhabilitant un marais salant laissé à l'abandon, ce bounet d'origine a répété les gestes ancestraux de ceux qui, il y a 8 siècles, ont modelé ce paysage entre terre et mer.
Les anciens qui ont créé ces marais salants, c'était une grande zone de marécage. Quand ils ont créé ça, ils sont partis de rien. Donc il a fallu faire le trou, se débarrasser de tous les matériaux. Et ça a été fait de la main de l'homme. Moi, c'est plus modeste. J'ai juste reconstruit les petits chemins. Donc c'est du travail, mais c'est moins de boulot qu'eux. Avant, ici, il y avait la mer partout. Bouin était d'ailleurs une île jusqu'en 1834. D'avoir transformé cette île de Bouin il y a plusieurs centaines d'années en un vaste champ de marais salants, parce que ce que c'était à une époque, il y a eu 700 marais salants sur la commune quand même. Donc ça a été longtemps l'activité principale. Eh ben ouais, ça se respecte. C'est entre autres pour ça que je le fais aussi, pour essayer de montrer par l'avenir, enfin pour l'avenir aux gens qui viendront que ça a existé et que c'était pas que du passé. Il y a toujours des marais salants sur la commune, quoi. Mais l'or blanc n'est pas la seule richesse du marais breton vendéen. Les canaux, creusés par les moines, ont également permis de développer la pêche dans les marais. Dès qu'ils ont un peu de temps devant eux, Gilles et Laurent s'en donnent à cœur joie. Ah ben oui. Attends, mais je vais en récupérer. Allez, deux autres là. Oh, elle est vigoureuse celle-là. Alors, on va les mettre dans le bidon. Ah. Eh ben oui, voilà. C'est une bonne pêche quand même. En plus de la tranquillité et puis du pique-nique qu'on va s'offrir. Et peut-être avec un petit apéro, alors. Alors, sûrement. Ça, sûrement. Hein. C'est bien, oui. Seul regret pour ces vrais maraîchins, voir au fil des années ces étiers et ces canaux s'envaser et parfois même à l'abandon. C'est vrai que c'est des choses maintenant, malgré le matériel qui est plus important, on a du mal à entretenir ce qui existait autrefois, quoi. Ouais. C'est vrai. La faute à l'exode rural. Les campagnes se sont vidées. Il y a de moins en moins de personnes pour entretenir tout ce réseau de canaux et de digues. Avec la montée des eaux et les dérèglements climatiques, ce bras de fer qui dure depuis des siècles pourrait-il tourner à l'avantage de la mer? Il y en a pour qui ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Orange, flag, pistache, c'est le orange qui est flag ou c'est le pistache? Je sais pas si c'est un GX, mais en tout cas on voit du blanc et du vert. À chaque oiseau, son nom de code. Un OOF, orange, flag, WOL, il y en a un seul en Atlantique. Donc quand il se promène de place en place, eh bien on le note. Et puis ça permet de savoir les déplacements de l'individu, sa longévité, où est-ce qu'il va se nourrir l'hiver, où est-ce qu'il se reproduit l'été, avec qui il va se reproduire. Avant la construction des digues, Avocette, Héron, Bécasseau, Tadorne de Belon profitaient d'une gigantesque vasière où ils pouvaient se reposer et s'alimenter. Aujourd'hui, avec le système de digues, on a plus ce reposoir en fait. Donc on a quelques petites zones qui sont restées un peu sauvages où ils viennent s'installer, mais où on est vraiment regardant sur la conservation de ces espaces parce que voilà, c'est ce qui leur reste pour être tranquille à marée haute. Du coup, aujourd'hui, partout sur le littoral vendéen, oiseaux, ostréiculteurs et agriculteurs doivent apprendre à partager le même territoire. Pas toujours simple, surtout quand il y a des intérêts économiques en jeu. La nature, c'est pas seulement le truc des écologistes. Nous, on n'a pas d'intérêt privé à agir là-dessus, quoi. Donc après, maintenir un bien commun qui peut servir à tout le monde, on essaye de leur faire comprendre ça, mais c'est pas toujours facile. Entre les associations écologistes et les maires des différentes communes littorales, les relations sont parfois houleuses. Jean-Yves Gagneux, le maire de Bouin, a 21 km de digues à entretenir. Et sous les coups de butoir de l'océan, elle ne cesse de se détériorer. Il n'a ni le temps ni l'argent d'attendre les études réclamées par les écologistes ou l'État. J'ai eu l'occasion de dire justement que plus on perd de temps, plus on prend de risques et que l'impatience de la mer un jour risque de nous fixer rendez-vous bien avant qu'on ne soit prêt. Et moi je veux très bien que les études qu'on réalise actuellement, donc tous ces piles de dossiers, qu'on les mette dans les brèches, si c'est aussi efficace que les travaux qu'on peut faire entre-temps. Faut pas l'embêter, monsieur le maire, et surtout pas par des études longues et onéreuses. Près d'une digue aujourd'hui, 1 million d'euros le kilomètre. Trop cher pour une petite commune comme celle de Bouin. Pas question pour autant que Jean-Yves Gagneux attende la prochaine tempête les bras croisés. Alors il a décidé, contre l'avis des autorités, de remblayer les brèches avec ce qu'il a pu trouver. Donc là, vous êtes hors la loi en fait.
Peut-être, mais enfin, je pense que quand on a la responsabilité de la population, des intérêts économiques d'une région et des intérêts environnementaux qu'il y a derrière, d'ailleurs, et qu'on protège de cette façon-là aussi, hein, je pense qu'on ne peut pas s'interdire de poursuivre cette mission. Je veux bien être responsable d'avoir fait, mais de n'avoir pas fait parce qu'on m'a empêché de faire, ça, j'en serai pas responsable parce que ça n'existera pas. Bouin ne veut plus revivre de traumatisme. Et ici, on sait de quoi on parle. Au Moyen-Âge, c'est toute la population du village qui avait péri sous un raz-de-marée. Le nerf de la guerre, l'argent comme d'habitude. Pourtant, parfois, le gouvernement en trouve pour panser les plaies dans l'urgence, mais pas pour s'attaquer aux causes du mal. En Vendée, l'État a déboursé 80 millions d'euros pour racheter et détruire les maisons inondées par Xynthia. De quoi, très largement, refaire toutes les digues de Vendée. À l'Aiguillon-sur-Mer, Jérôme Renaud ne veut pas rendre les armes. Pourtant, lors de Xynthia, il a dû se réfugier sur cet éperon rocheux juste derrière sa ferme, car la mer, en fracassant les digues, a tout envahi. Voici le rocher de la Dive, avant et après Xynthia. La mer a repris ses droits et l'éperon rocheux est devenu une île comme 8 siècles auparavant. Les champs de Jérôme sont restés plusieurs semaines sous l'eau et même 3 ans après le drame, ces terres sont toujours empoisonnées par le sel. Donc là, on a une zone qu'on peut encore repérer suite à Xynthia où la terre n'a pas encore sa structure, sa bonne structure. Elle est encore blanche, donc c'est-à-dire qu'elle est encore assez saturée en sel. Elle n'a pas une belle structure. Si on va dans des zones où le blé, justement, on peut le voir, est plus debout et plus dense, la terre est plus brune, elle a le meilleur aspect, donc la végétation se comporte mieux. Donc là, on voit bien la différence. Hein. Il faudra encore 5 ans pour que Jérôme retrouve un rendement normal. Au bout de son champ, surprise. Même après une catastrophe comme Xynthia, la digue de front de mer n'a toujours pas été renforcée ni rehaussée. Depuis le Moyen-Âge, en moyenne tous les 40 ans, les terres vendéennes sont submergées. Tous ces agriculteurs le savent. Un jour, le danger s'immiscera à nouveau par là. La Vendée connaîtra d'autres tempêtes et la mer reviendra.